Alors que notre héros nous avait laissé sur un cliffhanger complètement pourri par Sony Entertainment ce dernier épisode, après presque un an d'exil, il revient parmi les siens et découvre la pandémie mondiale. Mais t'es obligé de raconter toutes ces conneries? Pourquoi t'avoues pas plutôt que t'avais la flemme? Non mais les gars là, vous me pourrissez mon effet. Bon bah on est parti. Ah, les parachutes, on les a tous attendus et moi le premier. Et franchement, ça fait plus d'un an. Et nous là, on compte pour du beurre, c'est ça? J'ai enfin repris les travaux et j'ai pu tester les pièces qui étaient déjà modélisées avant la pandémie mondiale. Et vous savez quoi? Eh bah tout fonctionne comme attendu. D'ailleurs, voilà un test. Mais avant, un petit peu d'histoire, c'est toujours sympa. Ouais, faut pas perdre les bonnes vieilles habitudes. Putain, il a encore méga chaud ce con. J'ai été grave surpris en faisant les recherches. Ça ne démarrait pas en fait avec Léonard de Vinci et son parachute là carré et en bois quoi. En fait pour son histoire, faut carrément remonter à l'Antiquité avec la culture chinoise et arabe. Pour vous dire, on a quand même retrouvé des écrits dans les deux cultures de personnes qui se lançaient depuis des tours avec des cerfs-volants. Comme en 3000 avant Jésus-Christ, où l'empereur de la dynastie Xia se lance d'une grange en feu en tenant 2 parasols à bout de bras. Ça devait pas être comme nos parasols modernes, hein. Ou alors, Ibn Farnasen. désolé, je suis incapable de le prononcer, se lança d'une tour avec des ailes en bois, recouvertes de soie et de plumes d'oiseaux. À 70 ans quand même. Et le gars, il s'est quand même pété 2 côtes au passage. Hein. Mais il a quand même réussi à planer. En fait, on raconte qu'il s'est plus ou moins écrasé sur la fin parce qu'il n'y avait pas de queue directionnelle à l'arrière. On est plus proche d'un planeur en fait. Ouais, c'est vrai qu'on est plus proche d'un planeur, mais bon, on ralentit quand même notre vitesse de chute libre. D'ailleurs, Léonard de Vinci inventa un planeur à peu près semblable. Sauf que lui, il pensait à rajouter une queue à l'arrière. Sans doute inspiré par l'échec du gars. Hein. Mais l'homme qui est reconnu comme le premier parachutiste de l'histoire est un Français, Louis-Sébastien Lenormand. Il sauta en 1783 d'un arbre accroché à 2 parasols d'1,50 m de diamètre. Ouais, donc comme notre empereur chinois, presque 5000 ans avant lui. Ouais mais bon, c'est lui que l'histoire a décidé de retenir en premier. Je vais finir par juste rajouter 2 parasols d'apéro à la capsule, ça ferait bien le taf, non? Allez, c'est pas si mal. D'ailleurs, petit fait marrant, en décembre 1783, il recommença, mais plus une tour cette fois-ci. Et figurez-vous qu'en bas de la tour, il y avait un des frères Montgolfier, qui inventa la montgolfière un an plus tôt. Mais le premier qui inventa le parachute tel qu'on l'imagine aujourd'hui est André Jacques Garnerin. Du coup, c'est à lui que revient la paternité du parachute que tout le monde imagine. Bah oui, tu me prends un enfant, n'importe lequel, tu me demandes de dessiner un parachute, il va te dessiner ça, quoi. Et inventa aussi le trou qu'on trouve en haut du parachute, ce qui permet en fait de le rendre beaucoup plus stable pendant la descente. En fait, en gros, l'air avait tendance à monter en pression dans le parachute vu qu'elle pouvait pas s'échapper. Et comme il y avait plus d'air dans le parachute qu'à l'extérieur, ça le faisait osciller pour que l'air puisse s'échapper sur les côtés. Ce qui peut rendre le truc complètement manœuvrable, ça tanguait dans tous les sens, quoi. Et avec ce trou, ça permet d'échapper les gaz et que la chute puisse être bien droite. Disons que ça avait tendance à osciller, quoi. Et le 22 octobre 1797 à Paris, au parc Monceau, c'était un dimanche, il testa lui-même son invention. Celle-ci était constituée d'un ballon à hydrogène, d'un parachute et de la nacelle où se trouvait le gars. Et arrivé à l'altitude de test, il coupa les cordes qui le reliaient au ballon. Et il s'en sortit seulement avec une entorse à la cheville. Et on raconte que tout le monde était vraiment surpris de le voir en vie, parce qu'en fait tout le monde pensait qu'il allait crever dans l'histoire. En fait, ce que les gens pensaient à l'époque, c'est que quand on était en chute libre, le cerveau croyait qu'on allait mourir, et du coup on mourait à ce moment-là. Comme dans l'espace, au début de la conquête spatiale, comme on savait pas comment le corps se comporterait en apesanteur, les gens avaient peur que tout simplement que le cerveau allait bugger et qu'on pourrait tout simplement... qu'il allait se couper, quoi. Ce qui est d'ailleurs complètement con, hein, parce que quand on saute, par exemple, depuis une hauteur assez haute pour tomber dans l'eau, on est en chute libre, donc on est comme en apesanteur, donc le cerveau, il se serait coupé si ça avait été le cas, quoi. Enfin, c'était complètement stupide de penser ça, mais ça se comprend que des personnes aient pu le penser. Donc si vous avez bien compris, à cette époque, les parachutes étaient utilisés uniquement sur les nacelles, et uniquement pour les montgolfières, quoi. Et le harnais qui nous permet de s'attacher directement au parachute vient en 1887 avec... Tom Baldwin.
C'était un Américain en tout cas. Et faut attendre 1908 avec Charles Broderick qui inventa le parachute plié dans un sac à dos et la fameuse tirette de sortie. Et je pense que vous avez tous entendu parler de Franz qui sauta en 1912 du premier étage de la Tour Eiffel et il laissa sa vie dans le seau. Il voulait tester lui-même son nouveau costume parachute. En 1913 vient le premier saut d'une femme. 1913, vous vous doutez bien qu'un an plus tard, il y a quelque chose d'assez énorme qui se passe pour l'humanité. La première guerre anti-allemande. Bon, malgré que les parachutes fonctionnaient bien, qu'on les avait inventés et tout, ils n'étaient pas vraiment utilisés dans les armées en fait. Ils étaient juste utilisés dans les ballons d'observation. Uniquement l'Allemagne se mit à équiper ses avions en 1918. Deux raisons à ça. Premièrement, les états-majors étaient pas très chauds pour les utiliser. Disons qu'ils avaient peur que les pilotes sautent un petit peu trop tôt de l'appareil et pour quitter le champ de bataille, quoi. Mais surtout, une autre raison qui est quand même primordiale, c'est qu'à cette époque, les parachutes pesaient super lourd. Et les avions peinaient déjà à voler. Donc disons, rajouter tout ce poids dans un avion qui galère déjà, c'est pas une bonne idée. Bon, après on se retrouve dans l'entre-deux-guerres, où là les armées se mettent à faire des entraînements de parachutage de masse, et on voit apparaître des systèmes d'éjection du parachute automatique. En gros, hein, c'est hyper simple, c'est le parachute juste relié à l'avion, et comme ça quand le gars saute, bah ça tire le parachute. C'est ce qu'on voit là, les gars qui sont tous attachés à une corde, en fait ce truc qui les attache est relié au parachute. Comme ça quand ils sautent, ça tire le parachute, c'est aussi con que ça quoi. Puis après vient la Seconde Guerre mondiale, où là les parachutistes sont utilisés en masse, mais vraiment en masse. Puis la prochaine véritable innovation vient dans les années 70, où là on invente le parachute rectangulaire, celui qu'on utilise aujourd'hui, où on a des gouvernes. En fait, faut la voir comme une aile d'avion. Par sa forme, elle crée de la portance. En fait, comme il a des gouvernes, il a surtout l'avantage de pouvoir se diriger, contrairement au parachute classique. En gros, avec les gouvernes, on va jouer sur la courbure de l'aile. En modifiant celle-ci, en fait, on modifie sa portance, donc on peut modifier sa trajectoire. Comme un oiseau avec ses ailes, en fait. Ah, du coup, t'as choisi celle-là pour ton vaisseau. Non, mais attends, mais t'es complètement malade. Déjà qu'on a plus de place, et puis t'imagines rajouter 4 servomoteurs, déjà la place que ça va prendre, et le poids surtout, franchement. Bon, je sais pas si vous vous rappelez, on avait quand même un gros souci. Les parachutes voulaient pas s'éjecter de leur nacelle. Du coup, en fait, j'ai carrément refait la pièce. Et maintenant, elle peut se séparer en deux parties. D'ailleurs, voilà les images 3D si vous voulez. Du coup, voilà ce que donne l'éjection à vide. Oui, là vous pouvez voir, je fais les tests à la main. En fait, cette capsule rose, c'est une capsule test. Elle reprend exactement toutes les caractéristiques de la capsule normale. Je lui ai mis des poids et tout pour qu'elle refasse le même poids. Mais comme il n'y a pas l'électronique embarquée, je m'en fous de la casser en fait. C'est juste une coque. C'est juste pour faire mes différents tests, l'histoire de pas me faire chier avec toute l'électronique. C'est bien plus simple et sans risque pour notre vaisseau dans les différents tests. Franchement, je sais pas vous, mais c'est assez kiffant de voir la pièce s'ouvrir en deux pendant le vol. Bon, du coup, maintenant, on va tester ça avec le parachute. Pour ce premier test, en fait, je voulais voir ce que ça allait donner avec un parachute pas préparé. Genre, je le mets à la one again, comme si je demandais à un copain de le faire pour moi. Et on voit que ça coince. Bon, et du coup, maintenant, on est arrivé au test final, où la pièce c'est très bien, le pliage du parachute est top, et on voit que ça fonctionne parfaitement, quoi. Du coup, on a la nacelle qui s'éjecte bien de la capsule. D'ailleurs, on voit que la nacelle se sépare bien en deux dès l'éjection. Puis vient le moment où le fil crée une résistance sur le parachute qui force sa sortie de la nacelle. Et voilà, maintenant on a un système qui marche plutôt bien. Faut les tester sur le vrai vaisseau, du coup. Ouais, franchement, t'as raison, hein. Et merde, j'avais complètement oublié que là, les élastiques ont plus d'un an, donc ils sont complètement détendus et ils font du boulot de merde, quoi. Donc on les change, puis on passe au test.
Franchement, en casque, ça rend trop bien. Je suis vraiment fan, c'est mais trop classe à voir. Bon après oui là on avait vraiment pas beaucoup de chute libre donc le parachute a juste pu sortir mais a pas pu commencer à se déployer. On voit que ça a commencé à se dérouler mais bon ça a touché le sol beaucoup trop vite. Mais bon je pense que comme moi vous voulez voir ce que ça donne en conditions réelles quoi, dehors si on balance le vaisseau bien haut quoi. Mais vous vous doutez bien que ce sera pour une prochaine fois. Allez, salut.